Certains fonds de placement américains offrent des dividendes exceptionnellement élevés. Les Dividend Capture Funds, dont certains paient dans l'année des dividendes représentant jusqu'à près de 20% du montant de leurs actifs. Pour disposer d'une masse de dividendes encaissés suffisante pour faire face à de telles distributions, ces fonds négocient activement les titres, les détenant avant les détachements des coupons et les cédant ensuite. Les actifs peuvent ainsi tourner en moyenne 20 fois dans l'année. Pourquoi de tels instruments de placement sont-ils proposés à des segments de clientèle? C'est à cette question que Harris, Hartzman et Solomon tentent d'apporter une réponse dans une étude publiée dans le Journal of Financial Economics. La réponse est d'autant plus difficile à trouver que ces stratégies sont particulièrement onéreuses en coût de transaction et sous-optimales d'un point de vue fiscal, vu l'imposition de ces dividendes comme revenus financiers. Commençons par rappeler brièvement le principe général de la capture des dividendes. Fixons le cadre. Supposons qu'il existe sur le marché des investisseurs individuels qui supportent une imposition marginale sur leurs revenus au taux de 20%. Supposons que de tels investisseurs détiennent des actions dont le cours est de 100 et qui mettent en paiement un dividende de 5. Ces investisseurs vont devoir acquitter un impôt de 1, soit 20% de 5. Si ces mêmes investisseurs peuvent revendre leurs titres à un cours de 96, la distribution de dividendes est pour eux parfaitement neutre. En effet, la moins-value de 4 est parfaitement compensée par le revenu après impôt du dividende, 5 moins 1. Mais dans ce contexte, si aux côtés des investisseurs individuels existent des arbitragistes professionnels dont les revenus sont taxés à l'impôt sur les sociétés en prenant en compte simultanément gains en capital et revenus en dividendes. Si donc de tels arbitragistes existent, ils peuvent alors acheter l'action à 100 et la revendre à 96. Ils vont encaisser un coupon de 5. Leur résultat avant impôt sera alors de 1. Et si le taux d'impôt sur les sociétés est de 35%, il leur restera un profit d'arbitrage après impôt de 65 centimes. Ils auront donc intérêt à capter ce profit sans risque en achetant les titres avant le détachement et en le vendant après. Si les arbitragistes professionnels supportent des coûts de transaction, leur action va cesser dès que le résultat est absorbé par ces coûts. La chute du cours, suite au détachement, est alors limitée au montant du coupon diminué des coûts. Si ces derniers sont faibles, le cours chute plus fortement et rend la distribution coûteuse pour l'investisseur individuel marginal qui doit alors acquitter un impôt sur le revenu distribué. La stratégie de ces fonds ne s'apparente pas à celle de la capture par les arbitragistes précédemment rappelés. Pour Harris, Hartzman et Solomon, 3 raisons peuvent être avancées. 1. Ces fonds répondent à une demande spécifique d'investisseurs particuliers qui, pour des raisons psychologiques, comptabilité mentale, ou réglementaires, ne peuvent consommer que les revenus distribués sous forme de dividendes. 2. Il s'agit de stratégies d'habillage qui n'ont pour but que de faire croire à une clientèle naïve à une expertise particulière. Et 3. Il s'agit, parmi d'autres, d'une tentative d'exploiter des formes trading complexes et difficiles à analyser aux dépens d'une clientèle crédule.
Pour mettre en évidence ce phénomène de fonds dit juteux, Harris, Hartzmark et Solomon estiment d'un côté les montants de dividendes annuels payés par ces fonds et les dividendes qu'ils auraient encaissés sans une rotation particulière de leur portefeuille en se contentant de redistribuer les dividendes normalement perçus. Le ratio entre ces deux masses est alors un bon indicateur du phénomène quand il excède 1 ou quand les premiers sont largement supérieurs aux seconds. Harris, Hartzmark et Solomon ont étudié les fonds mutuels américains entre 1990 et 2011. En imposant que 90% des actions détenues soient américaines, ils ont retenu des fonds relativement homogènes, pas d'actifs internationaux par exemple, pour lesquels ils disposaient d'une description de leurs objectifs d'investissement. Les bases de données proviennent de Thomson Reuters et de CRSP. Au total, l'échantillon de référence contient 2224 fonds et 9418 observations. Pour isoler les fonds juteux, les auteurs ont d'abord estimé par simulation la distribution que prendrait le ratio de dividendes en excès du fait de la variation aléatoire des dates d'opération et de paiement de dividendes. Pour chaque ligne du fonds, ils ont supposé que la variation de la position était générée par un seul ordre à une date déterminée aléatoirement entre le début et la fin du trimestre. Ils ont estimé ensuite le montant des dividendes perçus, et ainsi de suite pour chaque trimestre, et toutes les lignes de titres impliquées. À travers 10 000 simulations, ils ont construit une distribution bootstrappée. C'est le seuil de 1,38 au fractile 99,5 qui a été retenu pour la suite de l'étude. Le sous-échantillon de fonds dits juteux est ainsi identifié et il est d'une taille loin d'être négligeable. Il représente environ 28,5% des fonds qui ont un rendement en dividendes significatif, c'est-à-dire supérieur à 0,5%. La taille de ces fonds est plutôt moyenne, 1,5 milliard de dollars. Mais leurs performances annuelles ajustées du marché sont plutôt médiocres, moins 1,28% contre 0,71% pour l'ensemble des fonds. Voyons maintenant ce qui les caractérise. J est une variable muette qui prend la valeur 1 pour les fonds mutuels dits juteux, dont le ratio est supérieur à 1,38, ou 0 sinon. Institutionnel est une variable muette qui vaut 1 si le fonds a une classe de parts réservée aux investisseurs institutionnels, et 0 sinon. Ratio dépenses est un ratio de toutes les dépenses engagées par le fonds par rapport à ses actifs. Le modèle testé est un modèle de régression logistique avec des effets fixes par année et type d'objectifs de gestion retenus par le fonds. Les variables de contrôle sont la taille et l'âge du fonds. Les investisseurs institutionnels sont à la fois les plus avertis et les plus à même de spécialiser leur gestion en fonction d'une fiscalité particulière, par exemple nulle pour les charités. Le coefficient bêta 1 est ici négatif et significatif. Ceci ne supporte pas la thèse d'une recherche pour des raisons fiscales de versement de dividendes importants. Le coefficient bêta 4 est positif et très significatif. L'interprétation est ambiguë. Ceci peut être dû à une gestion
très sophistiqué pour capter par ailleurs un avantage réel. Ceci peut aussi illustrer la caractéristique d'un fonds destiné à une population peu experte et auprès de laquelle il est facile d'extraire de la valeur. Un résultat supplémentaire intéressant est fourni par la même régression, mais comportant la valeur décalée de grand J. Le coefficient associé est positif et très significatif, indiquant une forte persistance du caractère juteux du fonds. Ceci milite en faveur de caractéristiques structurelles et de choix stratégiques assumés. 5 types d'effets associés au fonds juteux ont été mis en évidence par les auteurs. 1. Les acquisitions de titres, quand elles se font, sont réalisées à des dates plus proches des détachements de coupons, près de 5 jours selon l'estimation, que ne réalisent les fonds non juteux. 2. Les fonds juteux font tourner plus rapidement leurs capitaux. Le modèle de régression le plus complet, avec effet fixe et variable de contrôle, suggère un accroissement de 11,4% de la rotation pour ce type de fonds. 3. Si les fonds juteux proposent ce style de gestion, c'est qu'ils rencontrent une demande. Ceci devrait se traduire par un effet positif sur la collecte de fonds. Le modèle de régression, encore une fois le plus complet avec effet fixe et variable de contrôle, suggère un accroissement de 6,8% du ratio de collecte pour ce type de fonds. 4. Ce type de fonds juteux ne dégage pas de performance supérieure. Les coefficients obtenus sont négatifs et significatifs en absence d'effet fixe dans la régression et non significatifs sinon. 5. Cette conséquence ne concerne pas le gérant de fonds, mais l'investisseur final, puisqu'il s'agit de cash flow entre lui et l'État. Néanmoins, Harris, Hartzmark et Solomon relèvent qu'un paiement accru de dividendes, ce qui est le cas ici, est défavorable par rapport à de simples rachats, surtout avant 2003. En conclusion, Harris, Hartzmark et Solomon montrent qu'il existe bel et bien des fonds construits pour maximiser le paiement de dividendes et que leur importance est non négligeable. Ces fonds paraissent paradoxalement s'adresser à une clientèle de détail qui paye par ailleurs des impôts sur les revenus. Or, elle aurait eu plus d'avantages fiscalement à bénéficier de rachats plutôt que de dividendes. Quelle est donc la rationalité de ce choix, par ailleurs bien exploité par ce type de fonds? Peut-être que la pratique est finalement plus difficile à détecter par des investisseurs peu experts, mais qui ne manqueraient pas de comprendre qu'un rachat n'est pas un revenu. Aussi, les auteurs ne manquent pas de conclure qu'il serait intéressant que les régulateurs s'assurent que la clientèle démarchée pour ce genre de fonds en comprend bien toutes les caractéristiques et les limites, et suggèrent ainsi que les régulateurs obligent ce type de fonds à publier une ventilation des dividendes versés entre ceux normalement attachés à l'investissement des capitaux et ceux générés à partir d'un trading spécifique.